Beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Alors distancé de 16 points par François Fillon, Alain Juppé a fait le choix d'attaquer son rival dans cette campagne d'entre-deux tours. Objectif pour le maire de Bordeaux, mettre au jour notamment les positions conservatrices du député de Paris. Cette stratégie pourrait néanmoins avoir ses limites. On va en parler avec mes invités dans un instant, mais en attendant, retour sur les meetings d'hier soir. Le paysage politique est en train de se clarifier. Les débats 7 étaient un petit peu confus. Désormais, deux candidats face à face avec leur soutien. François Fillon a le soutien de Nicolas Sarkozy, ce qui reconstitue l'équipe de 2007-2012, qui partage les mêmes idées. Nous en aurons besoin. J'observe que depuis quelques jours, d'ailleurs, les soutiens de l'extrême droite arrivent en force pour cette équipe. Moi, je suis soutenu par une grande partie de LR, par l'UDI et par le MoDem. Bref, le rassemblement qui nous a toujours permis de gagner les élections que nous ne pouvons pas gagner séparés les uns des autres. Lorsque j'affirme qu'il faut casser la baraque pour la reconstruire autrement, alors on me rétorque que je vais trop loin. À tort, Alain Juppé juge mon projet trop radical, trop risqué. Eh bien, je lui rétorque que si on n'est pas radical maintenant, je me demande quand est-ce qu'on le sera. Je lui réponds que si on ne prend pas tous les risques maintenant, alors je me demande quand est-ce qu'on les prendra. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. François-Noël Buffet, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône. Vous soutenez François Fillon dans cette campagne pour la primaire de la droite et du centre. Jean Leonetti est également sur ce plateau. Bonsoir. Député maire d'Antibes, Jean Lépin, vous êtes le porte-parole d'Alain Juppé dans cette campagne. Olivier Roucan nous accompagne également ce soir. Bonsoir. Vous êtes politologue et Florian Silnicki. Bonsoir, expert en communication politique. Merci messieurs. Première question pour vous, François-Noël Buffet. Est-ce que vous avez peur que cette campagne finalement dérape? On avait vu un ton plutôt apaisé entre les candidats jusqu'à présent. En tous les cas, il ne faut pas qu'elle dérape. Et ce n'est pas François Fillon qui est dans cet esprit-là. Nous avons toujours gardé le même cap, la même sérénité, la même détermination, fondant l'action de François Fillon sur le fond, sur le dossier, sur la nécessité des réformes pour le pays, sur les engagements qui doivent être faits, certes importants, certes un peu exceptionnels, mais le cap n'est pas changé, la ligne n'est pas changée. Je crois pouvoir dire que le résultat du premier tour de ces primaires a conforté cette ligne largement, même parfois avec surprise, mais a conforté cette ligne. Il ne faut pas changer de cap, il faut garder la hauteur de vue et continuer jusqu'à dimanche prochain, parce que ne pas oublier qu'après, il y aura une autre étape nouvelle qui s'ouvre et il faut la gagner celle-ci aussi. Oui, Jean Leonetti, justement dans cette optique d'alternance en 2017, comme le souligne François-Noël Buffet, est-ce qu'il faut un appel au respect mutuel, un peu plus tempérer l'offensive d'Alain Juppé? Écoutez, je pense qu'il y a un respect mutuel entre les deux hommes. Il y a même, je pense, une amitié et de l'estime. Il y a un geste qui m'a beaucoup plu chez les deux là. Vous avez vu, ils évoquent évidemment le programme de l'adversaire et puis entendent quelques sifflets. Et tous les deux font ça. Non. Voilà. On ne se siffle pas entre nous. On est dans une famille. On a des projets qui ne sont pas les mêmes. Donc, c'est projet contre projet. C'est programme contre programme. Mais c'est en tout cas pas des hommes qui vont s'affronter. Et donc, je pense qu'il faut tous qu'on pense que tout le monde a besoin de tout le monde à partir du moment où on aura passé cette étape. Et je ne doute pas une seconde. En tout cas, en ce qui me concerne, j'aurais aucune difficulté à soutenir François Fillon, qui est un homme que j'estime. Et je pense que si c'était l'inverse, eh bien, je pense que les gens qui soutiennent François Fillon soutiendraient sans difficulté Alain Juppé. C'est pas dans cette configuration qu'il y aura des difficultés. Ouais, on verra peut-être tout à l'heure la réponse de François-Noël Buffet sur ce point. Olivier Roucan, comment jugez-vous ce ton de cet entre-deux tours? Est-ce que ça risque de déraper? C'est ce que je disais. Est-ce qu'il faut apaiser? On voit bien qu'Alain Juppé pousse François Fillon dans ses retranchements sur les questions de société, encore sur ses soutiens de l'extrême droite. Est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous? Elle est incontournable parce que sans quoi les électeurs se demandent à quoi bon un second tour et pourquoi Alain Juppé s'est-il maintenu. Il ne peut jouer que ce rôle, celui de pousser François Fillon à se justifier, on va dire, ou à expliquer certains points en lui posant des questions, ce qui ne relève pas de l'ignominie. L'avortement, c'est aussi pour Alain Juppé rappeler d'où il vient, c'est-à-dire sa proximité avec Jacques Chirac. On se rappelle, on a une mémoire
qu'en tant qu'ancien Premier ministre, il avait particulièrement soutenu Simone Veil. Donc Alain Juppé, il récupère là la mémoire historique du RPR et des gaullistes modérés. Bon, et puis la question seconde question de l'extrême droite, il est vrai que il essaie de pointer un problème là, parce que François Fillon a eu une démarche qui a évolué sur la question, alors que Alain Juppé, c'est un de ses marqueurs, son rejet du Front National, son refus de ce parti. Voilà, mais c'est le jeu normal d'un second tour. Ouais, Florian Silnicki, quel regard portez-vous sur cette stratégie qui est en train de se dessiner, notamment dans le camp juppéiste, hein. On voit bien qu'il veut présenter François Fillon comme ultra-conservateur, ultra-libéral. C'est une bonne stratégie selon vous ? C'est une très mauvaise stratégie et je crois d'ailleurs que c'est une nouvelle erreur tactique d'Alain Juppé dans cette campagne. C'est une nouvelle erreur tactique dans cette campagne, alors que François Fillon, lui, se pose en rassembleur, a salué la présidence de Nicolas Sarkozy. Alain Juppé, il tape fort, il divise et surtout, je crois qu'il passe à côté, Alain Juppé, de l'analyse des électeurs de cette primaire qui sont des CSP+, de plus de 50 ans majoritairement, comme la note récente du Cevipof l'a montré, plutôt chrétiens, pro-européens, et donc tenter de stigmatiser ou d'hystériser le débat comme il le fait sur les sujets de société pour, à tort, pousser François Fillon dans ses retranchements, croit-il, c'est passer à côté de ce que les électeurs sont et veulent. Ouais. François-Noël Buffet, peut-être la réponse. Il y aura un éventuel rassemblement aussi derrière Alain Juppé s'il gagne cette primaire. Pour l'instant, on voit que la mobilisation est telle que c'est peut-être mal parti pour le maire de Bordeaux. Écoutez, il y aura un vainqueur incontestablement, il faudra se retrouver. Mais moi, je voudrais quand même rappeler un point sur les sujets de société, les sujets de fond. Non seulement je partage votre analyse, et en plus, l'attaque ne peut pas porter sur des choses qui ne sont pas vraies. Jamais François Fillon a dit qu'il remettrait en cause l'avortement. Jamais François Fillon a dit qu'il s'allierait au Front National. Non, mais certains de ses soutiens sont moins clairs peut-être. Non, mais moi je vais vous dire les choses telles quelles. La réaffirmation du droit fondamental à l'avortement. Ce qui compte, c'est la ligne du patron. Et la ligne de François Fillon, elle est claire, elle est tracée depuis longtemps. C'est non au Front National. C'est évidemment pas de changement sur la loi sur l'avortement, c'est très très clair. Donc il ne faut pas tenter en dernière piste d'essayer d'alimenter de vrais faux débats. Il faut qu'on soit très ferme là-dessus. Et en soi, je suis d'accord avec vous, c'est une erreur stratégique, je pense, d'Alain Juppé sur cette période-là. Dont acte. Maintenant, il faut, pour François Fillon, que l'on continue de défendre le programme, qu'on continue de défendre le projet, qu'on continue de rassembler, qu'on continue de parler de la France, qu'on continue de prendre de la hauteur, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de répondre au chômage, c'est de répondre aux difficultés que nous avons et impérativement d'être à la hauteur des enjeux, mais ne pas descendre comme ça, parce que c'est très très mauvais pour la politique. Alors Olivier Rocan, et ensuite je vous donnerai la parole. Oui, juste un petit point, c'est-à-dire qu'il y a une interprétation de la parole d'Alain Juppé sur le mode de l'hystérisation ou de l'attaque qui ne serait pas morale, parce qu'Alain Juppé, lorsqu'on écoute véritablement ses propos, il a posé des questions. Et il a demandé à ce que certaines déclarations donnent lieu à une clarification. Donc, dire que ceci contribue à une hystérisation du débat, c'est une interprétation, on va dire déjà. Et on voit bien qu'on est dans une campagne et que chaque mot est surinterprété, j'allais presque dire, d'un côté comme de l'autre. Ouais. Jean Leonetti, est-ce que Alain Juppé veut présenter François Fillon justement comme ultra-conservateur, ultra-libéral, pour le présenter comme un repoussoir pour d'éventuels électeurs de gauche ? Il y a suffisamment de différences dans les projets et dans les programmes pour qu'on ne s'énerve pas sur des sujets de ce type. Je rappelle quand même qu'Alain Juppé, y compris de la part de parlementaires qui soutenaient François Fillon ou Nicolas Sarkozy, a été qualifié de gauchiste. Je veux dire, il n'a pas eu à se justifier non plus. Il a été qualifié de pro-islam, de pro-salafiste, anti-Israël. Donc, je veux dire que voilà, donc ça a existé. Là, on a posé une question parce qu'il y avait une légère ambiguïté. Légère, parce que je rappelle qu'on a voté tous ensemble à l'Assemblée nationale, en dehors de M. Poisson et de quelques autres, l'idée que, effectivement, l'IVG... Qui soutient François Fillon. Voilà. Non, l'IVG était un droit fondamental en France et en Europe. J'étais d'ailleurs le porte-parole de mon groupe et François Fillon l'a voté. Donc ensuite, il a dit qu'il n'aurait pas utilisé ces mots et qu'à titre personnel... Voilà, il s'est expliqué. Alain Juppé ne l'a pas accusé
d'être rétrograde. Il lui a demandé une clarification. Elle est faite. Ouais. C'est Et quand terminé. il évoque, on l'a entendu encore hier lors de son meeting à Toulouse, Alain Juppé, des soutiens d'extrême droite, de quoi parle-t-il? C'est-à-dire qu'on a tellement été accusés chez nous d'avoir des soutiens de gauche et d'extrême gauche et d'avoir diabolisé même un certain nombre de personnages du centre qui, à un moment où il faut dire qui est avec qui. Voilà, c'est tout. Voilà. François-Noël Buffet. Ouais, il faut rappeler aussi que si on parle de la période du premier tour, jamais, une fois de plus, je redis, François Fillon n'a tenu ce type de propos à l'égard d'un Ses collaborateurs, oui. Jamais. Jamais. Un certain Et moi, nombre je de parlementaires. je redis clairement qu'il n'y a qu'une seule parole qui compte, c'est celle de celui qui mène le combat et qui est la tête de liste. C'est lui qui fait la ligne. Oui, enfin, quand Donc, on lâche de ce les point de chiens vue-là, aussi, c'est une autre les façon. choses sont bien claires. Alors maintenant, bon, il faut avancer. On parle des programmes, on parle si des les projets. choses ont décidé d'être apaisées, c'est tant mieux, et c'est tant mieux pour tout le monde. Personne n'a intérêt à continuer dans cette situation-là. Avançons sur les projets, avançons sur les programmes. Les choses sont très claires pour ce qui nous concerne. Et puis que dimanche, les gens aillent voter et tranchent selon leurs convictions. Ouais, C'est ça qui Florian Célnic, on sait qu'il est distancé de 16 points. Alain Juppé, est-ce qu'il peut encore inverser la tendance selon vous? Tout est toujours possible, le retard il est conséquent. Je crois en revanche que tenter d'expliquer, comme l'ont fait une partie de ses soutiens, que le score ou la faiblesse du score s'expliquerait par la difficulté des attaques comme Ali Juppé, etc., je crois que c'est assez faible et que ça ne justifie pas l'électorat. Je crois en revanche que François Fillon, il a fait de la politique avant de faire de la communication politique et que Alain Juppé a tenté, lui, de miser sur un renouveau de la communication plutôt que de faire des propositions politiques, et ça a été interprété par une partie de l'électorat à ces primaires comme une mollesse ou quelque chose de plus faible. Alors, Jean Leonetti, c'est de la communication, le programme d'Alain Juppé? Alain Juppé, communicant, franchement, ça va faire rire tout le monde. Je veux dire qu'il a écrit 3 livres avec des propositions précises. Il faut lire avant de parler quand même. Voilà. Donc il y a des projets, ils sont différents. Si on arrivait au projet, plutôt que de dire un tel communique et un tel fait ceci, moi ce que je crois, c'est que le premier tour, on va le dire très franchement, c'est un rejet de Nicolas Sarkozy. Voilà ce que c'est. Parce que l'événement, c'est bien sûr le score élevé de François Fillon, qui est un homme qui ne devait jamais rester au niveau de 10 points et être concurrencé par Bruno Le Maire. C'était une évidence. Mais en même temps, arriver à 44 et voir l'ancien président de la République à 20, ça, c'est un événement qui est... Alors qu'un dernier sondage, Jean Leonetti, donne 65% pour François Fillon et 35% pour Alain Juppé. C'est un sondage IFOP fiducial. Ça va se jouer demain, Olivier Roucan, lors du débat, qui sera certainement décisif entre les deux candidats, selon vous? Alors on a vu que, semble-t-il, restons très prudents, les débats avaient en fin de course un effet, et notamment peut-être de mobilisation. Ce qui était intéressant aussi dans les sorties des urnes sur la primaire au premier tour, c'est de voir le nombre de 100 préférences partisanes qui ont été quand même mobilisées par la figuration et la campagne de François Fillon. De ce point de vue, il a semble-t-il, obtenu un succès. Et c'est un peu ce qui a pu être un peu décevant du côté d'Alain Juppé, qui est sans doute dû aussi à sa posture très en retrait dans les débats. Et alors là, on voit un Alain Juppé qui sort de cette posture qui lui a sans doute coûté. Et ça donne ce que nous voyons. Il essaie d'enclencher une dynamique, je le répète, il n'a pas d'autre choix là. Et cela passe quand même par une posture offensive, je ne dirais pas moi agressive, mais offensive. François-Noël Buffet, qu'attendez-vous du débat de demain? Sur quel point, justement, François Fillon doit-il s'exprimer davantage? Il doit continuer ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, qui a révélé qu'il était le meilleur candidat, qui était celui qui avait le programme le plus abouti, les précisions du programme les plus abouties également. Et il faut qu'il continue sur cette ligne de mon point de vue. Je crois que les Français ont largement aussi, en tout cas ceux qui ont voté la semaine dernière, adhéré à son programme. Sinon, on ne fait pas 44,2% au premier tour de la primaire seulement sur l'idée de rejeter l'un ou l'autre. Et donc de ce fait-là, il faut garder le cap, garder la ligne, garder la hauteur. C'est important. Les Français attendent de ces primaires et de ces élections présidentielles une hauteur de vue suffisamment grande parce qu'elle est nécessaire à l'intérêt du pays, vraiment. Et pourtant, Jean Leonetti, on a dans le clan d'Alain Juppé, on a jugé le programme économique du candidat François Fillon irréalisable, irréaliste. Pourquoi? C'est bien qu'on commence à discuter des projets et des programmes au bout de quelques minutes de débat. De la complicité du programme. Voilà, François Fillon a fait un choix. Il dit « je veux casser la baraque ». Voilà. Donc, et pour la reconstruire. Et Alain Juppé a fait un autre choix, pensant que ce pays, avec deux plaies, le terrorisme
et le chômage doit avoir une réforme en profondeur, mais que cette réforme se fait dans l'apaisement et le rassemblement. Donc il y a un changement de stratégie. Par exemple, j'ai discuté tout à l'heure du programme santé de François Fillon. Ou bien ce qu'il écrit est juste, ou bien ça sera réajusté. Peut-être ça sera réajusté. Mais quand on dit les infirmières à l'hôpital, on n'en remplacera plus parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Ensuite, elles vont travailler 39 heures et on va les payer 37. Quand vous connaissez la profession d'infirmière hospitalière aujourd'hui, c'est une situation qui, à mon avis, n'est pas réaliste parce qu'elle n'est pas juste et en même temps qu'elle n'est pas efficace. Donc voilà le sujet du débat peut-être demain. Et puis je suis sûr que François Fillon a des justifications à apporter sur le fait qu'il va supprimer 500 000 fonctionnaires alors que Alain Juppé en propose 200 à 250 000. Donc je pense que c'est là-dessus. Pourquoi on fait filer le déficit ou pas? Pourquoi on augmente la TVA plus ou moins? Pourquoi on fait telle action contre le terrorisme? Ou bien on dit les lois qu'on a sont suffisantes? C'est là-dessus que les Français vont juger. Et je ne nie pas, et Dieu sait si François Fillon est à la fois un bon débatteur et il a la stature de l'homme d'État. Il a fait une très bonne campagne télévisée. Donc demain, il y a un enjeu que les Français regardent, qui se fassent une opinion, qui votent. Ensuite, il y aura un vainqueur et puis il y aura un second. Ouais. Eh ben, je pense que le vainqueur aura l'intelligence, connaissant les deux hommes, de rassembler tout le monde. Florian Silnicki, si François Fillon sort gagnant, vainqueur de cette primaire, il va devoir peut-être adoucir aussi son programme qui a pu apparaître comme très dur, très libéral. Il a été comparé à Margaret Thatcher. Ça peut aussi apparaître comme une sorte de repoussoir épouvantail pour certains électeurs en vue de la présidentielle. Sans doute. En tout cas, jusque-là, ça a manifestement plu à ceux qui se sont déplacés pour voter à ces primaires. Moi, je crois qu'il faut aussi prendre en compte l'atout d'image qui est celui de François Fillon. Il est beaucoup plus jeune qu'Alain Juppé et donc les électeurs qui disaient « je ne vais pas voter pour quelqu'un d'aussi âgé qu'Alain Juppé », ils trouvent ici une solution. Et il est moins radical que Nicolas Sarkozy. Et il y a incontestablement une partie de l'électorat qui a sanctionné Nicolas Sarkozy à travers ce scrutin. Oui. Est-ce que ça vous paraît, comme définition, François Fillon, un compromis entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé pour les électeurs de droite? Je crois aujourd'hui que François Fillon correspond à la personnalité que les Français attendent. À la fois un homme serein, déterminé, homme d'État, tout le monde, personne ne le conteste, et en même temps un programme avec cet aspect, il est quand même comptable du bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il a assumé, il dit ce que disait Alain Juppé. Il dit tout à fait qu'il assume ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et puis en même temps, quelqu'un qui a un programme abouti. Avec le constat, c'est que la France doit avoir des réformes profondes et qu'on ne peut pas réutiliser les recettes d'avant. Et il y aura le choix dimanche entre des recettes ou d'une façon de faire, j'allais dire presque modérée ou à peu près sans changement par rapport à ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, et la volonté de reposer les choses, et il y a besoin de cela. Je pense que les Français aussi l'entendent. Les choses doivent être expliquées. Elles le seront évidemment à l'occasion du débat encore demain, plus dans le détail. Et on se rendra compte que la cohérence du programme de François Fillon amène à des réformes profondes nécessaires, sans forcément créer des difficultés majeures pour les uns et pour les autres. On doit changer de paradigme, on doit changer de façon de faire, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, mais c'est une vraie prise de risque, Olivier Roucan, cette rupture. Ça ne risque pas forcément de plaire à tous les Français. La dernière fois, ça n'a la semaine dernière. Ça n'a pas laissé un souvenir extraordinaire, le terme de rupture, dans le débat public, semble-t-il. Ceci étant dit, au-delà de la terminologie, il y a quand même un enjeu qui va compter aussi, dont on a peu parlé, c'est la politique étrangère. Parce que le chef de l'État, aujourd'hui, il passe 80% de son temps à s'occuper de la mondialisation et de ses conséquences, dont le terrorisme. Et ça, je pense que sur ces enjeux forts, il y a quand même entre ces deux personnalités des différences d'expérience et des différences de projet. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là dans la crédibilité et aussi dans l'incarnation de la fonction présidentielle qui sera aussi regardée. C'est le deuxième tour de la primaire, là. Jean Leonetti, avant de passer aux questions effectivement internationales, un mot justement sur cet aspect stratégie de rupture. Alain Juppé, qui a connu les grandes grèves de 1995, il est beaucoup plus modéré sur ces points. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire des réformes dans ce pays. Ces réformes, est-ce qu'on les fait de manière brutale et immédiate, en renversant la table ou en cassant la baraque, comme le dit lui-même François Fillon, ou est-ce qu'on convainc les Français qu'elles sont nécessaires et on les fait dans la durée du quinquennat? La question ensuite, est-ce qu'on laisse filer les déficits et c'est pas grave, comme le propose François Fillon, ou est-ce qu'au contraire, on maintient une rigueur budgétaire? Est-ce qu'on augmente les impôts de 2 points sur la TVA, ou est-ce qu'on le fait juste de l'épaisseur du trait, parce que ça risque de compromettre le pouvoir d'achat? C'est un débat.
Et franchement, je veux dire, il est noble et il va aussi déboucher. Qu'est-ce que vous voulez pour l'Europe ? Comment vous envisagez l'Europe ? Ils n'ont peut-être pas tout à fait la même vision de l'organisation européenne. Et puis, dans le monde, on sait très bien qu'il y a une affinité particulière de François Fillon pour la Russie et sa stratégie, et que Alain Juppé est plutôt dans la tradition française d'une France faiseuse de paix plutôt que d'adhésion, soit aux États-Unis, surtout en ce moment, soit à une puissance étrangère. Donc ce débat-là, il faut qu'il ait lieu, y compris le débat sur la santé, le débat sur l'environnement. Ils n'ont pas aussi des positions tout à fait identiques sur la santé, sur l'environnement, sur l'école. Eh bien, je pense que demain, il y aura un débat. Et à l'issue de ce débat, j'espère que les choses seront clarifiées et que les Français pourront choisir, pas tellement entre deux personnalités, parce que franchement, c'est deux hommes qui sont plutôt sobres, qui ne sont pas agressifs, hein, et qui... François-Noël Buffet, vous n'êtes pas d'accord? Ouais. Non, je vais pas... Sur le fond des choses, chacun connaît les positions. Sur le plan international, on ne peut pas dire que les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant ont été efficaces ou véritablement efficaces. La position de François Fillon, c'est pas de dire il faut à tout prix se rapprocher de la Russie. Il dit bien sûr que c'est compliqué ce qui se passe en Russie, bien sûr qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe, mais c'est un partenaire impératif pour lutter contre Daesh. Et il y a un moment, il faut être pragmatique. Et après, c'est la manière dont les choses se mettent en place. Sur l'Europe, incontestablement, il dit aussi il faut que la France reprenne sa place en Europe et devienne, dans les 5 ans qui viennent ou 10 ans qui viennent, la première puissance européenne. C'est pas donc il y a un vrai enjeu. Des orientations, c'est le fait de la manière de le faire. Ensuite, sur la manière de faire, enfin, qui peut nier aujourd'hui de l'urgence à agir quand on a 6 millions de chômeurs ? Qui peut nier de l'urgence à agir quand on a un pays qui est à la... Permettez-moi cette expression, à la ramasse, dont la parole ne compte plus aujourd'hui. Mais c'est une cure d'austérité que promet François Fillon, qui pourrait creuser aussi les inégalités, non ? Ce n'est pas une cure d'austérité, ça n'est pas une cure. Regardez parfaitement le programme, regardez parfaitement les choses telles qu'elles sont organisées. C'est un tout. Et il n'y a pas de cure d'austérité. Il y a une volonté de faire les choses différemment, d'approcher les problématiques de manière différente de ce qui a été fait depuis les années précédentes. Et à partir de ce moment-là, c'est la méthode qui change, la façon de faire qui change. Nous avons en plus une question d'urgence par rapport à l'état de notre pays. C'est pas en lissant... Le référendum, c'est quelque chose donc, qui est plutôt... j'ai l'impression souhaité par François Fillon. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a 5 idées ou 3. Mais c'est le mois de septembre. D'accord. Et donc, est-ce qu'on n'a pas là un risque important, l'utilisation du référendum, dans tous les cas de dérive du débat sur un certain nombre de points par rapport aux... Les thématiques concernées par le référendum sont assez ciblées, bien évidemment. Elles s'inscrivent dans la logique de la campagne électorale. Je rappelle que tout le monde travaille pendant les vacances, c'est ce qui est prévu, et on fera trancher les Français sur les 3 points majeurs que soulève François Fillon pour le référendum. Je ne vois pas de raison de se priver de cette onction démocratique. On ne va quand même pas lui reprocher de ne pas demander la confirmation aux Français de ce qu'ils souhaitent faire sur les modifications fondamentales du pays. Florian Silnicki, je rappelle que vous êtes expert en communication politique. Que conseillez-vous aux finalistes pour le débat de demain, s'ils doivent continuer à montrer leurs différences, leurs clivages de manière très frontale demain ? Je ne crois pas. Je crois que c'est manifestement la stratégie qui a été sélectionnée et choisie par Alain Juppé, mais je persiste à dire que c'est une erreur. Je crois en revanche que le succès de ces primaires de la droite et du centre vont être une difficulté majeure pour le Parti socialiste, qui va avoir un double enjeu. Celui d'abord de faire participer au moins autant de personnes à ces primaires, et ensuite de faire réinvestir le président sortant, qui est dans une difficulté cruciale aujourd'hui d'image et en rupture totale avec l'opinion, alors même d'ailleurs qu'une masse importante d'électeurs s'enfonce dans une déprime collective. Et donc la participation à ces primaires de droite, il faut la saluer parce qu'elle est le signe d'un intérêt grandissant ou important des Français à la chose politique. Bien, merci Florian Silnicki, merci Jean Leonetti, merci François-Noël Buffet, merci Olivier Roucan. On reste au Sénat puisque les travaux parlementaires continuent dans l'hémicycle. On retrouve d'ailleurs tout de suite Tam Tranui qui suit pour nous les débats depuis la tribune de presse. Tam, cet après-midi,
après-midi. On a également parlé soutien à la filière de l'élevage cet après-midi. Oui, effectivement, et le débat vient de se terminer à l'instant. L'élevage, c'est bien sûr une filière en crise. On se rappelle des mouvements de blocage qui ont bloqué les routes de France avec les agriculteurs qui poussaient des cris d'alarme, notamment les éleveurs de porcs ou encore de vaches laitières. Plus récemment, il y a eu bien sûr les actions coup de poing, par exemple contre le groupe Lactalis. Alors aujourd'hui, le calme est revenu, mais pour certains sénateurs, eh bien, ce n'est pas forcément bon signe. C'est ce qu'a pu dire par exemple Daniel Gremillet qui a parlé du drame silencieux de la disparition des éleveurs, ajoutant dans le monde paysan, on meurt en silence. D'ailleurs, comme lors du débat précédent qui portait lui sur l'avenir des transports ferroviaires, eh bien, il a beaucoup été question de ruralité tout à l'heure et encore de territoires abandonnés à l'occasion de ce débat sur l'élevage avec certains autres métiers qui vont disparaître avec la disparition des agriculteurs, par exemple le métier de vétérinaire. Alors tout à l'heure, eh bien, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a répondu aux sénateurs. Il a axé sa réponse sur comment faire pour que les agriculteurs aient des revenus pour permettre de subsister. Il a parlé de l'articulation entre les prix et les aides, entre le marché et les aides européennes notamment. Notez qu'il a terminé son allocution par une note un petit peu plus souriante avec une sorte d'ode lyrique aux vaches en énumérant les différentes races de vaches, la rouge des prés, la charolaise, la montbéliarde ou encore la limousine, invitant tous les sénateurs sur tous les bancs à participer à cette énumération. Il a finalement été applaudi sur tous les bancs du Sénat. Merci beaucoup Tam pour toutes ces précisions. Autre temps fort des travaux parlementaires aujourd'hui, c'est l'audition de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Les extraits de son audition sélectionnés ce soir par Capucine Truong. Sur l'application de la loi de transition énergétique. D'abord, 18 mois après la promulgation de cette loi, la quasi-totalité des textes d'application sont publiés. Je pense vraiment que jamais dans l'histoire législative et réglementaire, une telle rapidité sur un texte aussi complexe et aussi dense n'avait été observée. 100% des 18 ordonnances correspondent à 55 habilitations soumises au Conseil d'État. La dernière passera en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année, c'est celle sur les réseaux fermés de distribution d'électricité. Les ratifications avancent rapidement. Le projet de loi de ratification des ordonnances sur les énergies renouvelables et l'autoconsommation est actuellement à l'examen au Parlement. 98% des décrets, sur un nombre quand même exceptionnel de 162 mesures à prendre, regroupées dans 96 textes, sont mis en signature et 85% sont déjà publiés. Cela représentait un travail considérable, je dois le dire, pour mes équipes, les agents du ministère que je voudrais remercier ici chaleureusement et dont je salue la constance et la ténacité pour défendre les mesures d'application de la loi parce que beaucoup de dispositifs ont été ajoutés pendant les débats parlementaires. On oublie souvent que derrière l'enrichissement d'un texte, il y a le poids des textes d'application à prendre. Deuxième observation, donc quasi 100% des textes publiés ou en cours de publication. Les grands outils de planification qui ont été inventés dans cette loi, et là aussi abondamment complétés par vos travaux, sont en place. Il y en a 5. Ça aussi, ça a été un travail assez considérable, même tout à fait considérable. La stratégie nationale bas carbone, qui a été publiée en novembre 2015 et qui constitue la base de la contribution française de l'accord de Paris, qui a nécessité des discussions avec l'ensemble des filières industrielles et économiques de notre pays. Deuxièmement, les programmations pluriannuelles de l'énergie sont publiées pour la métropole, sont publiées pour la Corse, sont publiées pour la Réunion. Les autres PPE des Outre-mer sont en cours d'élaboration et seront prochainement soumises à consultation. Donc là aussi, vous imaginez le travail considérable que cela a représenté. La PPE pour la France métropolitaine est accompagnée, donc le troisième grand outil de planification, c'est la stratégie nationale de développement de la mobilité propre. Quatrième outil, le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qui est en cours de consultation obligatoire, qui va sortir des consultations obligatoires dans quelques semaines. Et enfin, la stratégie nationale de recherche énergétique, également prévue dans la loi, est actuellement devant le Conseil national de la transition écologique, donc sera également prochainement publiée. Autrement dit, nous avons bouclé l'ensemble des 5 outils de planification qui sont désormais en place. La troisième observation que je voudrais faire, c'est que l'application de la loi fait l'objet d'une intense concertation avec les parties prenantes,
Nous avons co-construit ce texte dans le débat parlementaire et comme je m'y étais engagée, les textes d'application, qui sont aussi souvent des enjeux très importants, doivent être également co-construits avec les acteurs concernés. Pour la première fois, la stratégie énergétique de la France a fait l'objet d'un débat ouvert avec la société civile et notamment la concertation pour l'élaboration de la PPE a donné lieu à des ateliers de travail avec les différents secteurs économiques concernés et puis la consultation publique qui a produit 5000 contributions reçues que j'ai toutes regardées personnellement et donc je tiens à votre disposition l'ensemble du tableau de ces contributions à la fois des professionnels et du grand public puisque pour chacune d'entre elles soit on les a intégrées à la PPE soit on a expliqué pourquoi ça n'était pas possible de les intégrer, parce qu'il y avait des doublons ou parce que ce n'était pas du niveau de la PPE. Et ce travail assez considérable, je crois, je tiens à la qualité de ce travail, parce que si on dit qu'on fait de la démocratie participative et qu'on écoute les acteurs, il faut pouvoir le prouver ensuite en expliquant pourquoi on a retenu un certain nombre de choses ou pourquoi on ne les a pas retenues. Donc ce document est à votre disposition. Sur le prix du carbone, ce matin, nous avons une audition avec Gérard Mestralet et M. Grandjean. Il y a une prise de conscience des États et des entreprises pour donner un signal prix carbone significatif, seul susceptible de faire évoluer le comportement. Vous nous avez parlé de tout à l'heure de la trajectoire. Je rappelle qu'en France, on est à 5-6 euros, qu'en Grande-Bretagne, ils ont fixé 26 livres et qu'en Suède, on dépasse les 100 euros. Trajectoire, très bien, mais concrètement, est-ce que vous arriverez justement à faire évoluer également l'Europe sur ce sujet-là? Parce que les entreprises, et Mestralet nous le disait ce matin, il faut que ce soit une mesure européenne si on veut faire effectivement évoluer l'ensemble de l'Europe dans ce domaine. En ce qui concerne le prix du carbone, que vous avez évoqué tout à l'heure, la loi fixe la trajectoire. 56 euros la tonne en 2020, 100 euros la tonne en 2030 pour les taxes intérieures de consommation. Un délai, bien sûr, sera nécessaire pour mettre en place la taxe carbone pour la production électrique en France, mais l'objectif fixé par la PPE reste de fermer les centrales à charbon d'ici 2023. D'abord, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE, qui est censée décliner opérationnellement les objectifs de la loi, fait largement l'impasse sur le nucléaire, puisque l'essentiel des décisions à prendre est renvoyé à après 2018, même 2019. Bon. Nous comprenons d'autant mieux les difficultés que le gouvernement rencontre aujourd'hui à fixer une feuille de route que nous l'avions nous-mêmes présentée comme extrêmement compliquée et inatteignable dans les délais qui ont été de force inscrits dans la loi, à savoir réduction du nucléaire à 50% d'ici à 2025. Je ne vais pas vous insister sur le fait que la majorité sénatoriale avait, par des voix particulièrement autorisées, qui vont sans doute s'exprimer tout à l'heure, souligné combien cet objectif ne pouvait pas être atteint. Alors ça m'amène à poser très directement la question de l'avenir de la centrale de Fessenheim, la seule qui soit mentionnée spécifiquement dans la PPE, et dont nous découvrons au détour d'une page du projet de loi de finances rectificative pour 2016 que le gouvernement propose d'ouvrir 446 millions d'euros sur le programme Service public de l'énergie, sans d'ailleurs aucun rapport avec ce dernier, qui est de financer la péréquation tarifaire et les tarifs sociaux, je le rappelle, pour, et je cite la seule phrase d'explication, assurer l'engagement du protocole relatif à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Nous avons également réglé le problème concernant la sûreté nucléaire, puisque sur l'ensemble des textes d'application, ordonnances, décrets du titre 6, tous les textes ont été publiés. L'article 124 notamment, qui permet l'amélioration de l'information et la transparence en matière de sûreté nucléaire vis-à-vis des citoyens, qui renforce le rôle de la commission locale d'information, qui réforme la composition de la commission locale d'information, notamment pour ouvrir à des personnes venant des pays frontaliers. Par exemple, en Suisse, sur la centrale de Bugey, pour la première fois, la commission locale d'information a vu participer les élus, un élu de Genève, au cours de cette réunion.
Le 28 juin 2016 a été publié le décret relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance. Et l'article 126 qui a renforcé le cadre réglementaire des modifications des installations nucléaires de base a vu également ces textes publiés, notamment le décret après avis de l'autorité de sûreté nucléaire sur les modifications notables ou substantielles qui sont soumises à autorisation. Le moment du réexamen décennal de sûreté qui intervient après 35 ans après les modifications sont systématiquement soumises à autorisation après enquête publique. Et enfin, les prescriptions prévoient le suivi dans le temps des équipements importants pour la sûreté avec un rapport intermédiaire au bout de 5 ans. Donc ces textes sont désormais publiés. Par ailleurs, l'ordonnance portant diverses dispositions en matière nucléaire a été publiée le 10 février 2016. Elle renforce les moyens de contrôle et les pouvoirs de sanction de l'autorité de sûreté nucléaire en dotant l'autorité d'outils plus gradués tels que les amendes et les astreintes administratives. Et parallèlement, vous l'avez vu peut-être dans le projet de loi de finances, j'ai renforcé les moyens de l'ASN et de l'IRSN en donnant 30 postes à l'ASN et 20 postes à l'IRSN, parce que effectivement, vu l'avancée en âge des réacteurs, il y a un travail beaucoup plus important qui repose sur leurs épaules en matière d'autorisation de prolongation, au contraire de fermeture, et on voit d'ailleurs ce qu'il en est aujourd'hui avec les contrôles sur un certain nombre de réacteurs, sur lesquels je pourrais d'ailleurs vous donner des précisions. En ce qui concerne le financement, c'est-à-dire tous ces dispositifs aussi ont besoin d'une orientation financière vers l'économie bas carbone. L'article 173 de la loi de transition énergétique, vous le savez, prévoit des obligations de reporting pour les investisseurs qui doivent désormais prendre en compte des critères liés à la lutte contre le changement climatique dans leur stratégie d'investissement ainsi que dans les rapports aux actionnaires. Alors je dois dire avec satisfaction que j'ai observé sur la scène internationale que cet article faisait maintenant référence dans les business dialogues et dans les finance dialogues, puisque les entreprises internationales se sont associées, se sont saisies de cet article 173, ont fait des reporting verts, la France étant le seul pays à avoir intégré ces obligations dans sa loi de transition énergétique. Donc ça méritait vraiment d'être souligné. Pour valoriser les bonnes pratiques, j'ai créé d'ailleurs plusieurs instruments volontaires, 2 labels pour distinguer d'une part les fonds d'investissement verts et d'autre part les projets de financement participatif verts et un prix du meilleur reporting extra-financier des investisseurs. J'ai également remis récemment les prix internationaux du reporting extra-financier aux meilleurs investisseurs et toutes les grandes entreprises françaises maintenant se sont engagées dans l'application de cette loi. En ce qui concerne donc les innovations également qui ont été évoquées concernant la croissance verte et bleue, moi je voudrais signaler plusieurs choses pour terminer. C'est que j'ai veillé à ce que la loi de transition énergétique, les stratégies bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie soient accompagnées d'outils opérationnels. Ce sont d'abord les territoires, les entreprises et les citoyens. En ce qui concerne les territoires, ce sont les territoires énergie positive, puisque 400 territoires sont déployés maintenant, bénéficiant de soutien sur des choses très simples, non bureaucratiques, avec les 6 titres de la loi: efficacité énergétique, économie circulaire, transport propre, énergie renouvelable, démocratie participative, etc. Et donc, les territoires s'en sont saisis et je dois dire que c'est assez remarquable ce que l'on voit en créativité, en liberté d'action, en initiative, que ce soit des grandes villes ou des petits territoires ruraux. Donc ça, c'était important aussi de montrer qu'il y avait des leviers financiers. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité politique et parlementaire, c'est ce soir à 22h avec Sonia Mabrouk pour une nouvelle émission d'On va plus loin. Très bonne soirée à tous et à demain, 14h30 pour une édition spéciale consacrée à l'examen du budget par le Sénat.